La maison de la harpiste, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une maison qui se trouve donc à Arles, en rive droite du Rhône, qui a été mise au jour sur le site de la verrerie. Ça s'appelle site de la verrerie parce qu'il y a une halle du 18e qui est ici, qui est une verrerie. Ça n'a rien à voir avec les vestiges romains qui sont sous-jacents. Et ça s'appelle la maison de la harpiste, puisqu'on a retrouvé des enduits peints dont l'un représente une femme jouant de la harpe. Et donc on a donné le nom de cette maison, on a donné la harpiste comme nom à cette maison. Donc cette opération archéologique a été dirigée par le musée, par mon intermédiaire. Donc je suis responsable de l'opération, avec un partenariat notamment de l'INRAP, mais également la contribution de plusieurs chercheurs que je ne vais pas vous énumérer, mais ces chercheurs donc dépendent de plusieurs instituts, donc aussi bien d'universités, du CNRS, du CICRP, mais également du Bureau d'études et de recherche ipso facto, dont dépend Margot Tillier, carpologue, ici présente. Donc pour vous présenter à grands traits le bilan concernant cette maison, déjà l'intérêt de cette maison, c'est qu'elle a une datation précoce. Sa construction a pu être datée entre 70 et 50 avant notre ère, au regard de l'étude du mobilier céramique qui a été réalisée et par Sébastien Barberand de l'INRAP et auquel est associée désormais Laetitia Cavassia qui dépend du CNRS, et qui, elle, est spécialisée sur la céramique italienne. Et son regard permet de compléter les connaissances et d'asseoir la datation proposée par Sébastien. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à une maison qui est précoce, qui est probablement antérieure à la création de la colonie romaine. La colonie romaine a été créée en 46 avant notre ère, et là, on est en rive droite avec une maison italique antérieure. L'autre intérêt de cette maison, c'est son état de conservation remarquable, puisque cette maison possède des murs conservés en élévation sur 1 mètre, vous les voyez ici. Et sur ces murs, on avait des enduits peints particulièrement bien préservés, sur parfois 4,60 mètres de longueur. Si ces enduits peints sont si bien préservés, c'est qu'il y a cette maison a été détruite et le remblai de destruction a été laissé en place. Et on a un important remblai de destruction qui est ici, épais d'1,40 mètre, qui a été scellé par des sols de maisons ultérieures. Et l'avantage dans ce remblai de destruction, c'est qu'évidemment, il y a la destruction de la maison et donc de l'élévation de la maison. Donc, on a une multitude d'informations sur l'élévation, notamment on a des sols d'étages effondrés, on a des éléments de la toiture, on a des plafonds peints et on a également, évidemment, des milliers de fragments d'enduits peints qui ont été recueillis dans 800 caisses. Et donc là, vous voyez ces caisses. Et restait ensuite à étudier toutes ces caisses de fragments d'enduits peints. Donc l'étude a été confiée à mon collègue Julien Boilev, qui dépend de l'INRAP, qui a assuré l'étude de ces peintures et qui en a fait le remontage avec l'aide de moi, d'un collègue archéologue, Alain, et d'une restauratrice. Donc il en a assuré le remontage entre 2021 et 2023. Donc la phase puzzle de ces peintures est achevée aujourd'hui. Et cette année, il travaille sur la phase de rapport et de restitution. Et donc ces données nous seront données, enfin toute la synthèse de ces données nous sera fournie du coup en 2025. Donc l'autre intérêt de cette maison, donc elle est précoce, elle est bien conservée, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a tout le faciès de la maison italique. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Alors bien qu'elle ait été fouillée sur une petite surface, à savoir 110 mètres carrés, si on se réfère au plan type de la maison italique, on voit qu'elle se réfère vraiment à ce plan. Nous, ce qu'on a fouillé, c'est ça. Ça correspond probablement au 10e d'une maison italique. Donc c'est une petite surface, mais bien qu'on ait une petite surface, on sait où l'on est. On a fouillé ces 2 pièces et ces 2 pièces se trouvent autour d'un atrium. L'atrium, c'est une pièce de plan centré autour duquel gravitent d'autres pièces. C'est une pièce qui sert de puits de lumière et qui est centrale dans le plan type de ces maisons romaines. Donc, les différentes pièces fouillées se limitent à 3 espaces. Donc, il y a cette pièce qu'on a fouillée en 2014, qui avait ce sol en béton avec des cabochons, qui est en cours de traitement en ce moment dans l'atelier de restauration. Et à ce sol est associé un décor peint conservé sur 4,60 mètres de longueur. Et cette pièce est une pièce qui était fermée par ce seuil. On pense qu'on a affaire probablement à une salle à manger. Donc les grandes nouveautés concernant l'étude des peintures associées à cette pièce, c'est qu'on a pu notamment remonter l'une des parois
Donc là, vous voyez la salle d'études. On avait la paroi peinte sur site qui a été prélevée par les restaurateurs, consolidée par les restaurateurs afin que l'on fasse l'étude. Et grâce à l'étude, notamment, il y a une grande paroi qui a pu être montée sur une hauteur de 2,90 m. C'est la paroi qui prend place perpendiculairement à celle-ci et qui permet de restituer l'intégralité de la hauteur de la pièce. Et donc ce qui nous donne du coup un gros potentiel muséographique à venir. Et donc là, la réflexion sera à faire dans les années suivantes. L'autre pièce majeure qui a été fouillée, c'est une pièce qui a été fouillée en 2015, qu'on appelle une pièce de réception parce qu'elle est en position axiale sur le plan. Elle est donc elle est sans porte, c'est une pièce ouverte. Elle a un sol avec un décor peint. Et elle présente des décors peints sur les murs, altérés par un incendie, avec un système de podium à imitation de marbre, sur lequel se trouvent des colonnes qui encadrent des panneaux rouges, au centre desquels se trouvent des piédestaux. Et sur ces piédestaux prenaient place les personnages, dont la fameuse harpiste qui a pu être trouvée sur le terrain et rapidement remontée. Et grâce à l'étude qui a été faite l'an passé par Julien, des éléments novateurs sont arrivés, et notamment on sait désormais où est positionnée la fameuse harpiste. Donc le puzzle qui s'est poursuivi l'an passé a permis de compléter le décor et notamment de trouver l'angle de la pièce. Là, on a affaire à l'angle de la pièce et on sait qu'on a un mur retour. Or, dans cette pièce, étant donné qu'il n'y a pas de porte, la harpiste prenait forcément place sur ce mur. Et donc, quand on rentrait dans cette pièce de réception, on voyait directement la harpiste qui devait faire place probablement face à Bacchus, qui n'est malheureusement pas conservé. Mais on a d'autres éléments qui indiquent qu'on a affaire à une scène bachique avec plusieurs personnages du cortège bachique. C'est que la paroi peinte qui est juste ici, le mur autour, a pu être remontée. Et ce qui a permis d'identifier notamment une ménade et le dieu Pan, et qui font partie du cortège de Bacchus. Donc là, on a affaire à une pièce de réception avec un décor très riche, qui est unique en France et dont les comparaisons vont avec l'Italie, et qui témoigne de nouveau du luxe de cette maison, mais également probablement de la présence de la venue d'artisans italiens. Enfin, le troisième espace fouillé, c'est l'atrium dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'atrium en question, il y a un espace de déambulation au centre duquel se trouve un bassin. On n'en a fouillé qu'une partie, c'est celle qui est en rose. Donc pour vous figurer à quoi ressemble un atrium, j'ai fait une petite comparaison avec Herculanum. Donc vous voyez que c'est cet espace qui sert de puits de lumière, sert également de réceptacle d'eau de pluie dans le bassin. Donc nous, le bassin en question, il est là, il a été en partie récupéré par des pilleurs. Et dans le comblement du bassin, on a pu retrouver justement des éléments de la toiture, des tuiles plates, mais également des gargouilles avec ces petites têtes de chien qui permettent, dont les pattes encadrent une canalisation qui permet de déverser les eaux de pluie dans le bassin. Et on pense que ces terres cuites architecturales ont été importées d'Italie. Cet atrium, on n'en a fouillé qu'une partie, on en connaît la limite ouest, la limite nord, mais à l'est, donc à l'est par contre, au sud on peut restituer, à l'est on a fait un sondage donc en dehors de l'emprise de la photo, et ce sondage a révélé la présence de blocs de pierre monolithiques, à côté desquels a été mis au jour cette colonne, mais également des éléments de chapiteaux, ce qui nous permet de restituer ici une colonnade avec des chapiteaux. La question que l'on a, c'est, face à cet atrium, qu'est-ce qu'il y avait? Quel est l'espace sur lequel ouvrait l'atrium? Est-ce que c'est un espace fermé? Est-ce que c'est un jardin? Est-ce que c'est un bassin? Et étonnamment, en fait, c'est la fouille du puits qui est ici qui nous a fourni des éléments de réponse. Alors, pourquoi on a fouillé ce puits? Donc, vous voyez que le puits prenait place dans le bassin. Le bassin a été en partie récupéré par les pilleurs, mais il faut s'imaginer que le bassin se poursuivait et le puits se trouvait dans le bassin. La margelle, le tour du puits a été déplacé par les pilleurs. Et donc, on a souhaité fouiller ce puits. Alors, pour fouiller un puits, on ne s'improvise pas fouilleur de puits, évidemment. On fait appel à une cellule spécialisée
puisque ça nécessite des conditions de sécurité très particulières et une haute technicité. Donc on a fait appel à la cellule CISAP de l'INRAP, qui, pour fouiller ce puits, a démantelé les différentes assises, puisque l'ouverture du puits était très étroite. Oula, pardon. Hop là. Alors pourquoi en archéologie il a intérêt de fouiller un puits? Donc souvent les puits en fait permettent de récolter pas mal de mobilier archéologique, mais surtout ils permettent de préserver, comme il y a des niveaux en eau, ça permet de préserver du mobilier organique et surtout des sédiments qui peuvent nous donner des informations sur l'environnement. Donc nous, en termes de mobilier, donc le puits de la maison de l'Harpiste n'est pas très profond puisque la nappe est très proche, donc il fait à peu près 4 mètres de profondeur. En termes de mobilier archéologique, on a trouvé un mobilier archéologique assez commun, similaire à celui que trouvé dans les niveaux terrestres, donc des amphores, des monnaies, des stylets, mais là, pour le coup, ça c'est caractéristique du puits, un élément de tablette à écrire et un peigne. Outre ces objets, on a également trouvé un élément qui permet de compléter la margelle du puits, l'architecture. On a un élément d'architecture, on a du coup la margelle du puits qui a pu être étudiée par Elsa Roux et restituée. Enfin, surtout, ce qu'il y a dans ce qu'on a pu prélever, ce sont les sédiments. Et ces sédiments sont confiés pour étude à différents spécialistes pour pouvoir avoir des connaissances, notamment paléo-environnementales. Et nous, pour la verrerie, on a confié pour étude les sédiments à un entomologue pour les insectes, à une palynologue, à une xylologue, l'anthracologue. La malacologue va bientôt étudier tout cela, et l'archéozoologue aussi. Et bien sûr, à une carpologue, ici présente. Et il s'avère que c'est l'étude carpologique qui nous donne des informations sur ce fameux jardin, puisque dans ce puits sont piégées des graines qui témoignent du coup de l'environnement proche du puits. Et c'est grâce à l'étude faite par Margot que Margot, en plus de sa compétence de carpologue, a des compétences d'aquarelliste. Et donc elle a pu proposer cette aquarelle qui permet de faire une restitution de l'espace qui est inconnu. Donc là, on a une vision de la maison, vue de cet angle-là vers cet axe-là, avec la restitution du coup du bassin plein avec la margelle du puits, reprenant les données architecturales étudiées par Elsa Roux, et reprenant l'indication des colonnes et ouvrant sur le fameux jardin. Je vais donc laisser la parole à Margot qui va vous expliquer ce qu'est la carpologie. Merci Marie-Pierre, bonjour à tous. Donc ma présentation elle va être divisée en 2 parties. Je vais d'abord vous présenter qu'est-ce que la carpologie parce qu'on n'est pas forcément, on ne sait pas forcément ce que c'est. Et puis après je vous présenterai les résultats de l'analyse du puits. Alors la carpologie, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline archéobotanique qui analyse les graines et les fruits archéologiques. Donc quand on fait des analyses, on retrouve essentiellement cela, donc graines et fruits, mais on peut parfois aussi retrouver d'autres dérivés de l'évolution florale comme des feuilles ou des tiges, ou comme là vous pouvez le voir, un élément de rachis de céréales, donc c'est la colonne vertébrale d'un épi de céréales qu'on peut parfois retrouver dans des contextes particuliers. On peut également retrouver des feuilles comme la petite feuille de buis, le détail que vous avez en bas. Alors, deuxième chose importante à savoir pour la carpologie, c'est qu'on a différents modes de préservation. Donc, en Europe tempérée, on en a 3 principaux. Le principal, c'est la carbonisation, donc c'est un passage au feu des restes végétaux. Ce mode de préservation, on le retrouve quand on a des sédiments qui sont secs et une circulation d'oxygène, c'est le seul mode de préservation que l'on peut retrouver. Donc là, vous avez un exemple de petits fragments de noisettes qui sont passés au feu, soit pour un nettoyage de foyer, etc. Ensuite, on a l'imbibition. Donc c'est surtout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on dit imbibition, reste imbibé ou gorgé d'eau, c'est la même chose. Donc on les retrouve, ces restes-là, très bien préservés dans des sédiments qui sont humides et sans oxygène. Donc c'est ça qui permet la préservation de ces restes-là et aussi un enfouissement rapide.
Parfois, on peut également retrouver sur les sites archéologiques des restes minéralisés. Donc, c'est dans des contextes un petit peu particuliers. Je vous montrerai ça après. Donc, c'est des sédiments humides et sans oxygène qui sont chargés en sels minéraux qui permettent la transformation de la matière organique en minéral. Et enfin, sous d'autres latitudes, on a un dernier mode de conservation qui est la dessiccation, qui est permise. Donc en fait, c'est des restes qui sont desséchés. Ici, vous avez une photo de fragments d'artichauts. Donc là, on les retrouve dans les milieux arides chauds, donc par exemple l'Égypte ou le Pérou, ou alors dans des milieux très froids tels que la Sibérie. Enfin, on peut avoir également des restes qui se conservent comme empreintes dans de l'argile. Alors, je parle un peu théorie, mais en gros, ce que je vous ai dit pour la carbonisation, les restes donc carbonisés, on les retrouve dans des lieux d'activité qui sont diverses. Donc, ça peut être des zones d'habitat, des zones artisanales ou tout autre contexte. Et c'est souvent des déchets alimentaires, d'activités agricoles ou de stockage. Parfois par exemple des ratés de cuisson, vous avez aussi il peut y avoir des incendies dans des greniers, donc là ça permet aussi de retrouver des restes conservés comme cela. On peut aussi retrouver des matériaux de construction, donc souvent aussi grâce aux incendies, heureusement pour nous archéologues, on peut retrouver des restes de toitures, de cloisons, encore de litières, et puis dans les contextes funéraires, là c'est très particulier, des restes d'offrandes et des restes de banquets qui sont partis dans les flammes avec le bûcher notamment. Et puis on a des lieux assez spécifiques, donc là je vais surtout parler pour l'imbibition, puisque c'est ce qui concerne la verrerie. Dans des contextes subaquatiques, sous-marins et niveaux qui sont connectés à la nappe phréatique, on peut retrouver ces types de restes. Donc pour la verrerie, on est dans un contexte de puits où on a le niveau de la nappe phréatique qui est connu, et donc on va pouvoir étudier les sédiments qui sont sous ce niveau de nappe phréatique pour pouvoir les étudier et comprendre un petit peu quels végétaux ont été piégés à l'intérieur de ces contextes-là. Alors pour les étapes de l'étude carpologique, du terrain à l'analyse, donc la première effectivement c'est le prélèvement sur le terrain, donc là qui a été fait par une équipe spécialisée. Ensuite, on récupère donc ces sédiments-là qui ont été bien conditionnés par les archéologues, on les tamise à l'eau, on les conditionne bien entendu toujours dans l'eau parce que sinon, si on les fait sécher, ils se détériorent et ils disparaissent, ou on voit des formations qui nous empêchent la détermination. Ensuite, on trie les végétaux sous loupe binoculaire, donc toujours dans des petites coupelles pleines d'eau. On va isoler chaque reste carpologique que l'on voit, donc c'est un travail assez long. Et on va ensuite les déterminer grâce à des atlas de comparaison actuels et archéologiques. Et on a aussi des collections de références de graines actuelles pour pouvoir faire les comparaisons. Ensuite, on compte tout ça, donc les entiers, les fragments, etc. Et on réalise des analyses pour pouvoir effectivement restituer l'économie végétale. Alors j'y viens pour les problématiques que l'on aborde en carpologie. Donc là encore, c'est assez général. Mais en gros, on va aborder les thématiques liées à l'économie végétale et celles des paysages. Donc tout ce qui est lié au mode d'utilisation, mais également d'acquisition et la nature de l'acquisition de ces végétaux que l'on retrouve en contexte archéologique. Donc on va pouvoir discuter de l'alimentation humaine, mais aussi parfois animale, tout ce qui est transformation de plantes, que ce soit pour l'artisanat, mais aussi pour la fabrication de vin, d'huile par exemple, pour les plus connus. Et on va pouvoir également parler de l'agriculture, de pratiques agricoles en fonction des graines que l'on peut retrouver par exemple associées à des céréales dans certains contextes, la pratique de la cueillette et bien sûr les échanges avec des possibles importations de produits alimentaires. Enfin, on aborde aussi un volet plus lié au paysage, donc le paysage environnant, qu'il soit anthropique, on va dire modifié par l'homme, et le paysage dit naturel, même si
pour les périodes qui nous intéressent, il y a déjà un impact humain sur l'environnement. Et puis parfois, on peut aussi aborder des questions un peu plus particulières, comme l'aménagement paysager. Je vais pouvoir vous en parler pour la verrerie. Donc voilà un petit peu pour le topo sur la carpologie. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc le puits, comme l'a dit Marie-Pierre, c'est une structure qui a été retrouvée donc partiellement en eau. Donc on a un potentiel qui est important, puisque je vous l'ai dit, en contexte humide, on peut avoir des restes très bien préservés, une diversité importante. Et surtout, les archéologues ont vu à l'œil nu la présence de restes carpologiques. Donc là, vous avez une photo où c'est des petits fragments de noix. Donc ça a aiguisé ma curiosité. Et ce qui est intéressant avec ces études pluridisciplinaires qui sont menées sur le site de la verrerie, c'est que l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une image représentative de l'environnement végétal et des activités qui étaient menées dans cette occupation-là. Donc, on fait à la fois donc, des analyses carpologiques, de palynologie, anthracologique, donc les charbons de bois, et aussi l'analyse des restes d'insectes. Et c'est tous ces résultats-là qui nous permettent d'avoir une image représentative. Donc moi, je vais vous présenter les résultats que j'ai obtenus, mais bien sûr, ça sera renouvelé et avec des données complémentaires. Alors pour la sélection des échantillons, donc on voit bien le niveau de la nappe phréatique, le petit trait bleu. Donc en gros, on a pris 4 prélèvements qui étaient au fond du puits. Donc j'ai classé un petit peu à l'envers. Donc on a le comblement primaire du puits, une phase de fonctionnement avec des rejets à l'intérieur, et puis 2 phases de destruction. Donc tous ces prélèvements-là, ils sont datés quand même sur une fourchette assez serrée, chronologique, entre 70 et 50 avant notre ère. Donc c'est aussi des contextes qui sont intéressants pour nous carpologues parce qu'on en étudie rarement. À Arles, j'ai pas connaissance de contextes comme ceux-ci qui ont pu être étudiés, donc c'est une opportunité très, très intéressante d'avoir des informations. Donc pour avoir une image représentative, on est obligé de tamiser les échantillons à une maille minimum de 0,5 mm pour pouvoir attraper les petites graines. Donc il n'y a pas seulement des grosses coques de noix, mais il y a aussi des plantes qui peuvent être des plantes aromatiques ou encore des plantes de la flore sauvage. Donc voilà, on a tamisé donc les prélèvements à 0,5 mm et ce qu'on a pu observer, ce qui était plutôt logique, c'est qu'on a des restes gorgés d'eau qui sont donc dominants. On a quand même 2 et quelques % de restes carbonisés. Et donc on a pu estimer le nombre de restes à 2300 restes. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait, quand on a l'habitude d'étudier ce genre de contexte, c'est quand même assez peu. Ce qui paraît plutôt logique au final, puisqu'on veut utiliser le puits pour sa fonction première, donc on n'a pas intérêt à aller jeter des déchets de ce qu'on a mangé, etc., à l'intérieur pour ne pas polluer l'eau. Donc voilà, on a assez peu de restes, mais c'est assez cohérent. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une grande diversité anatomique et taxinomique avec 75 taxons différents qui ont été identifiés. Donc, des taxons, ça peut être des espèces, des genres voilà, de plantes, selon comment on a pu les déterminer. Et donc là, vous avez représenté sous forme de camembert la diversité des milieux qui sont attestés dans ces différentes couches archéologiques. Donc on voit par la multitude des couleurs voilà, qu'il y a des céréales, il y a des plantes, des arbres cultivés, mais il y a également des mauvaises herbes des cultures, des plantes de pelouse, prairies. Donc ça, je vais aller un petit peu plus là-dedans par la suite. Donc on a des catégories qu'on appelle plantes économiques. Donc on a 19 taxons au total avec des fruits, des légumes, des épices et aromates, des plantes ornementales, des céréales et des légumineuses. Et puis, on a 56 taxons au minimum par rapport à ce qu'on a bien pu déterminer, qui pourraient être rattachés à la flore sauvage présente localement. Donc pour les catégories de plantes à tester, ces plantes alimentaires, parmi les fruits, on retrouve des noisettes, des noix, des raisins ou encore des figues et des olives, des mûres du mûrier ronce.
Pour les aromates, on retrouve le romarin, l'aneth, le céleri ou encore la moutarde noire. Donc, vous avez aussi la coriandre, je l'ai oublié, vous l'avez en bas à gauche, avec ces petits zigouigouis. Ensuite, des légumes, donc des restes de carottes, de bettes et de gourdes de calebasse. Également des céréales, millet des oiseaux, orge et blé nu. Et puis enfin, pour les légumineuses, de la lentille et du pois. Donc on a quand même un panel assez diversifié au niveau alimentaire, en sachant bien que là, c'est des choses qui ont été soit rejetées dans le puits volontairement, soit des choses qui ont pu arriver par le vent si ces plantes-là étaient cultivées très localement dans la maison. Donc, on a sûrement une image tronquée de la réalité, mais en tout cas, il y avait déjà toute cette diversité-là qui était consommée. À côté de cela, on trouve des plantes ornementales, que l'on peut considérer en tout cas comme ornementales, le cyprès, le buis et le myrte. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, pas mal de plantes sauvages liées à des milieux diversifiés. Voilà, sur les photos, vous avez en haut à gauche des restes de cyprès, ensuite la feuille jaune, c'est du buis. À droite, vous avez une graine de gourde calebasse, et ensuite en bas à droite, c'est du romarin, du myrte et de la coriandre. Voilà. Donc vous voyez que c'est très bien préservé, on dirait presque qu'elles ont été rejetées hier. Alors, premièrement, pour nous carpologues, le plus simple, entre guillemets, c'est le matériel carbonisé, puisque on sait qu'il y a un passage au feu, souvent volontaire, donc on sait qu'il y a une contribution de l'homme dans la composition des assemblages. Donc ici, ça témoigne d'activités domestiques, mais elles peuvent être vraiment très variées. Ça peut être des rejets culinaires, des ratés de grillage, de torréfaction pour le stockage ou le décortiquage, des nettoyages de foyer également, ou encore des sous-produits de récolte, ça peut être des récoltes de céréales, qui sont ensuite utilisés comme combustible. Donc on n'a pas assez de restes pour pouvoir vraiment déterminer quelles activités spécifiques ont été pratiquées sur le site. Ce qui est quand même intéressant, c'est que les céréales carbonisées, elles sont absentes dans les couches d'utilisation. On a assez peu de restes et les céréales, elles sont absentes. Donc certainement que les activités qui étaient liées au feu étaient éloignées de l'atrium. En revanche, dans les couches de destruction, les restes sont toujours peu nombreux et on a toujours une difficulté à identifier les activités pratiquées, mais en tout cas, ce puits est abandonné pour son utilisation première et on a certainement des nouvelles activités qui se développent dans cette zone d'habitat liées à la manipulation, la cuisson d'aliments, même si on n'a pas énormément d'informations. En tout cas, on voit une différence entre le moment d'utilisation du puits et la destruction du lieu. Pour le matériel gorgé d'eau, l'interprétation est plus complexe. Quand on retrouve des plantes comestibles qui sont assez nombreuses dans les assemblages, on a une cohérence entre les taxons identifiés. On peut supposer une manipulation, en tout cas un rejet volontaire par l'homme dans ce puits. Et ce qui nous aide aussi, c'est la fragmentation qui est importante. Donc pour les fruits à coque, les coques de noix, les coques de noisettes, on peut bien sûr identifier une action humaine de décortiquage ou de broyage quand on a plein de petits morceaux rejetés dans une même couche d'un seul et même fruit. Donc là, vous avez par exemple en haut un fragment de noisette et en bas un fragment de noix, mais du coup c'est l'intérieur de la noix. Alors la question qu'on s'est posée, vu qu'on est quand même dans une maison assez exceptionnelle, est-ce que cette diversité, finalement, elle est commune ? Est-ce que à la même époque, les personnes qui vivaient, on va faire un peu large, dans le sud de la France, mangeaient les mêmes choses ? Alors la vigne, l'olivier, le figuier et le noisetier, c'est des taxons qui sont indigènes. Donc on sait, pour les périodes précédentes, que la vigne, l'olivier et le figuier étaient cultivés en France méridionale. Donc ce n'est pas une surprise de les retrouver ici.
Pour ce qui est du noisetier, souvent on considère que ces fruits sont cueillis et on estime qu'il y a une probable mise en culture de cet arbre à partir de la période romaine. Donc il y a des collègues qui commencent à travailler là-dessus en faisant des analyses de forme et de taille des noisettes archéologiques pour voir si on avait des variétés différentes, parce que les noisettes commencent à devenir de plus en plus grosses. Donc des sélections en fait, qui sont faites sur les noisetiers et certainement voilà, une mise en culture. Donc on se pose la question, est-ce qu'ils sont ces restes-là issus de la culture, d'une culture locale ? Bon, ça serait un peu bizarre d'avoir une mise en culture assez précoce de cet arbre. Il a très bien pu être importé. Donc voilà, c'est quand même des questions qu'on se pose. Et puis, chose très intéressante, c'est la découverte du noyer. Donc c'est un arbre qui est considéré comme étant alloctone, qui aurait été diffusé par les Romains en Méditerranée occidentale. Donc ça, c'est encore en questionnement dans notre discipline, mais voilà, c'est ce sur quoi on s'appuie pour l'instant. En tout cas, même s'il était présent avant, il n'était pas exploité. Les attestations pour cette même période, donc, on considère donc avant l'époque romaine, même si bon, on n'a pas toujours les mêmes curseurs, mais en tout cas pour la carpologie, on est avant la fondation de la colonie d'Arles. Et donc les attestations sont rares pour cette période-là de noix. Elles sont souvent très peu nombreuses, donc 1-2 restes maximum par site. Et sa présence pose question ici. Bon, on pense que les fruits ont été importés, mais c'est le premier site où on retrouve autant de restes. Donc est-ce qu'il a pu être mis en culture de façon précoce ? Bon, c'est une des questions, mais en tout cas, c'est intéressant de retrouver ce noyer qui est très commun à la période romaine, donc à partir du changement d'ère, mais pas du tout à cette période-là. Pour le reste des plantes alimentaires, donc on a des aromates, des épices et des légumes, donc je vous les ai déjà un petit peu présentés. Pour ce qui est de l'aneth et du céleri, romarin, etc., c'est des plantes indigènes. Donc il est un peu difficile de les classer puisqu'elles peuvent faire à la fois partie de la flore sauvage locale, être cueillies ou mises en culture. Bon, là, on est quand même dans un contexte archéologique de maison qui est fermée avec un atrium. Donc, a priori, c'est assez difficile de s'imaginer une graine d'aneth qui s'envole et qui passe par l'atrium et qui tombe dans le puits. Donc, a priori, elle était présente localement, donc soit rejetée par l'homme parce que consommée, soit présente dans un jardin mitoyen. Voilà. Pour ce qui est de la coriandre, de la moutarde noire et la gourde de calebasse, elles ont un statut sûr de cultiver. Et c'est en fait la cohérence de ces assemblages qui permet de dire que ça a été consommé localement. Voilà. Pour la coriandre, elle a été introduite en Gaule à l'âge du fer. Et on se pose la question de est-ce qu'elle a été mise en culture localement à la verrerie ? Voilà, c'est une des hypothèses. En tout cas, elle devient bien plus commune à la période romaine, à la fois grâce au commerce et au développement de l'horticulture. Puis, pour la gourde calebasse, on a regardé un petit peu les autres analyses qui ont été faites dans le sud de la France. Et en fait, il n'y a qu'une seule autre attestation avant la période romaine, donc, avant le changement d'ère. C'est sur le port de Latara, à Latte, donc près de Montpellier. Et le fait que ce soit une plante quand même assez rarement trouvée, souvent dans des contextes aisés, on peut le dire que c'est un aliment qui est quand même destiné plutôt à une population aisée. Pour les autres plantes alimentaires, il y en a pas mal qui peuvent être potentiellement consommées, hein, le pourpier, le kénobot blanc, le coqueret aussi. Et puis, grâce à l'analyse palynologique réalisée par Valérie Andrieux de l'IMBE, on sait qu'il y avait aussi des pollens d'ail, de plantain lancéolé ou encore de moutarde et de romarin qui ont été piégés dans ce puits. Donc c'est aussi la convergence de ces deux analyses qui peuvent permettre potentiellement de restituer un petit jardin potager avec des apports naturels et peut-être quelques rejets alimentaires.
Le jardin, à l'époque romaine, il revêt 1001 formes, où on a une coexistence donc, de plantes de première nécessité, donc culture potagère, arbres fruitiers, avec des condiments, des aromates, des plantes aussi liées à la confection de remèdes, et une flore d'agrément et d'ornement. Vous avez ici une représentation picturale retrouvée dans la maison de Livia à Rome, avec un jardin qui est représenté avec plein de petits oiseaux, et vous avez par exemple un grenadier, sur la droite un cyprès, des roses, de la camomille, enfin voilà, on voit que c'est très varié. Ensuite, on a retrouvé un autre élément très intéressant, c'est la catégorie des plantes ornementales. Donc, on a classé dedans le cyprès, le buis et le myrte. Les parties anatomiques que l'on a retrouvées sont principalement sans utilité particulière, puisqu'on ne les consommait pas, par exemple les rameaux de cyprès. Donc, ce qui nous fait penser à une présence locale de ces arbres et arbustes. Donc le cyprès, il proviendrait de l'est du bassin méditerranéen. Il est considéré comme étant introduit par les Phéniciens en Italie, mais il y a de grands questionnements pour la Gaule. Donc ces usages étaient multiples. Donc aussi à partir du changement d'air, c'est bien connu, en tout cas en Gaule. Donc un usage alimentaire pour ce qui est des fruits, ornemental, de coupe-vent, dans le domaine funéraire aussi. Et en Italie, il est notamment planté dans des jardins luxueux qui sont taillés, voilà, on le sait aussi par les sources textuelles. Et en Gaule, il est attesté au changement d'air, seulement à partir du changement d'air, grâce notamment à des rejets de taille qui ont été retrouvés à Narbonne, avec une utilisation dans des jardins et des façades maritimes. Donc là, à la Verrerie, on est quand même dans un contexte qui est précoce, et on retrouve cet arbre qu'on ne devrait pas retrouver, enfin qu'on n'imaginait pas retrouver. Donc c'est intéressant de se pencher sur la question. Pour ce qui est du buis et du myrte, donc c'est aussi des arbres qui étaient plantés et taillés dans les jardins romains. Donc le myrte, on pouvait consommer notamment ses baies. Il y a tout un usage symbolique lié aussi à la consommation et au dépôt de ces restes-là. Donc voilà, soit une cueillette locale, soit une culture pour l'ornement et ou la consommation. Et en fait, c'est cette association qui est connue de plantes ornementales dans les textes, également dans les représentations, qui nous font nous interroger sur l'entretien d'un possible jardin mitoyen. Dans les textes, on retrouve des descriptions esthétiques, l'intérêt aussi esthétique de ces arbres-là, qui ont des couleurs de vert différentes, donc qui ont des feuillages sempervirents, donc les feuilles ne tombent pas, donc on peut faire de la taille, etc. Et je vous invite, j'imagine que vous connaissez, mais le jardin de l'Ortus, je suis passée par là tout à l'heure pour venir. Il y a de magnifiques petits buis taillés dans différentes formes, donc voilà, ça peut donner un petit peu une idée potentiel de l'esprit du jardin. Ensuite, pour finir, sur les plantes sauvages qui ont été retrouvées, elles devaient certainement être présentes à proximité du puits. Donc apportées soit par des nettoyages, donc des rejets volontaires, donc par exemple quelqu'un qui entretient l'espace et qui va arracher 2-3 plantes et qui va les jeter dans le puits, ou alors un apport naturel. Donc on retrouve essentiellement des plantes aquatiques qui peuvent être même liées au puits, en fait, avoir poussé directement à l'intérieur, des plantes rudérales, donc des lieux qui sont piétinés par les humains ou par les animaux. On a également pu mettre en évidence un apport certainement donc voilà, enfin, volontaire dans le rejet, mais involontaire pour les plantes. On retrouve des mauvaises herbes des cultures. Donc ces mauvaises herbes, en fait, quand les hommes ramassent les cultures, ils les ramassent sans faire exprès avec la récolte, et après ils les éliminent avec différents traitements. Donc ces plantes-là, elles ont pu arriver dans la maison de la harpiste avec les récoltes, et ensuite être éliminées par différents tamisages, etc. Et disons que ce qui est intéressant, c'est que l'entomologie et la palynologie ont pu mettre en évidence le stockage de récoltes dans la maison de la harpiste. Donc là, on a un petit pendant avec les plantes, les mauvaises herbes qui les accompagnaient. Et enfin, pareil aussi pour la palynologie, qui a pu également mettre en évidence la présence d'animaux.
des animaux domestiques, notamment des herbivores. Et en carpologie, on a pu retrouver des plantes qui poussaient dans des prés, dans des prairies, qui ont pu être utilisées comme fourrage, comme litière. Donc on a là l'attestation un petit peu indirecte du nourrissage et d'entretien d'animaux domestiques au sein de la maison. Donc pour conclure, sur les végétaux, donc on a pu mettre en évidence une alimentation qui est diversifiée, avec la présence de ces noix qui nous interpelle. L'attestation aussi de cette nouvelle plante ornementale qui est le cyprès, qui nous fait penser à un caractère italique qui a bien pu être mis en évidence par ailleurs par d'autres études. Donc c'est des aliments qui sont quand même assez rares ou précoces en Gaule, mais qui sont bien connus au 1er siècle avant notre ère en Italie. Donc en fait, on a une sorte d'image de ce qu'on pouvait retrouver en Italie, mais on est à Arles. En Gaule, la période romaine, elle est marquée par la véritable installation des jardins potagers d'agrément. Mais là, comme on voit l'arrivée de certaines plantes assez particulières liées à ces jardins, on pourrait avoir un jardin mitoyen qui est présent. On a déjà mis en culture, en tout cas dans cette maison-là, ces espèces. Donc le jardin vivrier et d'agrément, c'est une manifestation du prestige des propriétaires. On le voit bien sûr par les différents mobiliers archéologiques, mais aussi en carpologie. Donc les espèces qui sont retrouvées, disons qu'elles ne sont pas anodines, et notamment par la présence de cyprès. Et puis enfin, la position proche du site, proche du littoral et en bordure du fleuve Rhône, a bien sûr pu favoriser l'accès à une diversité importante de produits. Puisque là, on n'est pas du tout dans l'arrière-pays où c'est compliqué de faire venir certains produits. Là, on est vraiment ouvert aux échanges et la possibilité plus simple, je pense aussi, d'avoir accès à certaines plantes, à les faire arriver, à les mettre en culture localement. Voilà. Je laisse la parole à la conclusion. Voilà, donc la grande surprise, en effet, à travers cette étude carpologique, c'est de voir qu'elle vient corroborer les autres analyses. Et je ne pensais pas qu'à travers moi-même, à travers l'analyse carpologique, on avait la preuve d'un faciès italique. Et effectivement, on savait qu'en effet que cette maison était probablement construite par des artisans italiens, comme l'indiquaient ces murs, comme l'indiquaient probablement également les peintures, comme le soulignaient certains sols, comme on pensait également que certains matériaux de construction étaient importés. C'est le cas de ces plaques en terre cuite. Mais je ne soupçonnais pas qu'en plus le propriétaire était probablement venu avec ses plans d'Italie pour aussi reproduire un jardin italique. Et donc c'est très intéressant. Il nous reste maintenant aussi à confronter toutes les autres études faites, un paléo-environnemental fait sur les insectes, sur les charbons, sur les pollens, et pour pouvoir confronter les analyses des uns et des autres pour justement affiner l'image de ce jardin et puis aussi pour avoir une meilleure vision de l'environnement en dehors de la maison, quel était l'environnement proche de cette maison. Et ça, les études à venir vont pouvoir permettre d'asseoir la chose. Donc justement, d'autres études vont avoir lieu cette année. Un spécialiste des tuiles va venir étudier ces terres cuites. Les études paléo-environnementales vont se poursuivre. Pour les enduits peints, le spécialiste des peintures va travailler sur le rapport. Et moi-même, je vais travailler sur le rapport d'opération 2017 pour enfin le remettre et en vue de préparer les publications. Si vous voulez en savoir plus, en tout cas toute la communication, les éléments qu'a communiqué Margot sont intégrés dans un article qu'on a présenté dans le cadre d'une table ronde et qui va être publié en printemps prochain dans les éditions Monique Mergual, dans un volume qui est consacré à la Domus à Narbonne et en Gaule narbonnaise. Dans les kiosques actuellement, dans l'Arlésienne, il y a un bel article qui parle de l'actualité sur la maison de la harpiste et sur les enduits peints, avec notamment des très belles photos montrant le travail des restaurateurs. Et justement, pour cette interaction archéologue-restaurateur, qui est quand même, si on a une si belle opération, c'est qu'elle est portée par ce musée qui permet d'avoir à la fois des archéologues au sein du musée, des archéologues partenaires, mais aussi des restaurateurs sur place. Et c'est cette interaction de travail archéologue-restaurateur et sur le terrain et pendant l'étude et ensuite à terme pour l'intégration dans les collections qu'on met en valeur à travers cet article qui paraîtra au mois de mars dans la revue L'Archéologue.
Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour de nouveau remercier les 87 bénévoles qui ont contribué à cette opération et dont plusieurs d'entre eux se trouvent aujourd'hui dans la salle. Bénévoles qui ont contribué à la fouille et aussi au lavage du matériel, et notamment les enduits peints, mais pas seulement. Voilà, merci à vous. Oui, est-ce qu'un jour la Villa Noailles pourrait devenir un site touristique, un petit, disais-je, site pompéien, arlésien et pompéien? Le site de la Verrerie? Oui, oui, la Verrerie, oui. Merci. Le site de la Verrerie a un terrain municipal et donc pour le moment les vestiges ont été remblayés pour les protéger. En ce moment il y a un tiers-lieu et après c'est la ville qui doit déterminer si elle a les moyens ou non de mettre en valeur les vestiges. Le puits faisait quelle taille? On a pu descendre à l'intérieur, il avait quel diamètre? Oui, il avait un diamètre très étroit. Le diamètre interne était à peu près entre 45 et 50 cm. Donc, ce qui fait que c'était très étroit. Non ? En fait, dans le puits, du coup, pour descendre dans le puits, il a fallu démanteler les assises du puits. Parce que sinon, ça n'aurait pas été possible. Il aurait fallu mettre un lilliputien dedans et ils n'avaient pas de lilliputien. Donc, ce qui fait qu'en effet, il a fallu démanteler les assises du puits, ce qui a permis de comprendre la construction du puits et puis aussi de mettre en évidence qu'en fait, ce puits, ça, j'en ai pas parlé parce que je pourrais parler très longtemps, ce puits, en fait, réutilise un puits d'un état plus ancien. Et on a pu mettre en évidence le puits primitif associé à un niveau de sol en béton de tuileau également. Et donc on a pu voir qu'il était très très bien façonné, un mode d'élaboration qui était hautement technique en effet. Et voilà, donc en effet, donc c'était très technique et c'est vrai que ça nécessitait c'était assez complexe parce que comme il fallait démanteler les assises du puits, à partir du moment où on était dans le milieu avec de l'eau, ça impliquait, comme forcément pendant la fouille, il y avait une pompe qui absorbait l'eau et que la nuit on ne pouvait pas la laisser fonctionner. Ça voulait dire qu'à partir du moment où on avait atteint le niveau d'eau, il fallait impérativement que le soir même la fouille soit finie. Donc du coup, ils ont fini très tard, mais l'objectif était atteint. Par chance, le puits n'était pas trop profond. Voilà, on a pu atteindre le fond. Merci à vous trois, mesdames, et au plaisir encore de vous écouter. Merci pour votre accueil.